Bonjour. Je vais vous lister, les entretiens à faire sur une Lexus CT200H. Si vous avez acheté, cette voiture d'occasion et que vous voulez faire de toute façon, vous n'aurez pas le choix d'acheter d'occasion. Est-ce que vous voulez faire, l'entretien vous-même? Voici la préconisation, à suivre pour bien entretenir la voiture. Donc le premier truc, c'est l'entretien classique, la vidange du moteur thermique tous les 15 000 kilomètres. Cette vidange est franchement très facile à faire. Le plus compliqué, en gros, c'est de soulever la voiture. C'est pour ça que j'ai marqué qu'il fallait un cric, ou rampe ou chandelle, bon bref, ce que vous voulez pour soulever la voiture parce elle est basse, donc elle était difficile à atteindre. Mais une fois qu'elle est soulevée, il y a une petite trappe une toute petite trappe pour qui permet d'accéder au filtre à huile et au bouchon de vidange. Il y a un tuto sur la chaîne. Donc il nous faut 4 litres d'huile 0W20, vous prenez n'importe laquelle, il faut juste que ce soit de la 0W20 et ça ira très bien. Si vous prenez un bidon de 4 litres, vous pouvez le verser intégralement, vous serez aux 3 quarts du maxi. Si vous avez un 5 litres, bien sûr, il faudra mettre que 4 litres. Le joint, vous prenez un joint Toyota, ça ira très bien. Le Bilstein là, que j'ai cité, c'est un exemple, c'est une espèce de truc en carton, il a tendance un peu à s'imbiber de huile et quand on l'enlève, à rester collé sur le moteur, donc faut faire attention qu'il ne se reste pas. Je prenais du Purflux comme filtre à huile au début, c'était exactement celui-là d'ailleurs, le Purflux, et pourtant il y a marqué Bosch sur la photo, vous voyez? Donc en gros, Purflux fabrique pour Bosch, le filtre à huile en format carton qui est dans une cloche et d'un coup, Purflux a changé sa fabrication. Pour son propre filtre est venu un truc ultra cheap. Donc si vous achetez le Purflux, vous allez voir, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas celui-là qui est de très bonne facture de fabrication, mais une version très, très cheap collée, vraiment dégueulasse. Le Bosch est encore sous l'ancienne fabrication, la photo d'exemple. Donc si vous prenez ce Bosch, P7091, vous aurez ce filtre de très bonne, facture. Il y en a un équipement donc, la clé de 10 pour enlever la petite trappe, la mini trappe qui est sous le carter moteur, la clé de 14 pour enlever le vis de vidange et la clé de 27 qui correspond à l'empreinte de la cloche de chez Facom. Donc si vous prenez cette cloche Facom pour enlever le filtre à huile, il faudra une douille de 27. Je vous conseille fortement cette cloche Facom. Euh, Elle est un peu chère, elle doit coûter dans les 30 euros sur Amazon. Mais grâce à elle, vous allez vous faciliter la vie à mort pour enlever la cloche. Cette cloche, on pourrait l'enlever avec une sangle. Le problème, c'est qu'elle a un cliquet anti-retour. Ça veut dire qu'une fois qu'elle se visse, ça fait clic-clic à chaque tour de vis et il est impossible qu'elle revienne en arrière. Et la cloche Facom écarte le cliquet. Sinon, il faut démonter le cliquet avec un tournevis plat et s'embêter pour rien. En plus, elle est de très bonne facture, donc franchement, si vous voulez faire vidange de votre Lexus CT200H, je précise, je dis Lexus CT200H, mais ça marche aussi pour la Auris 2 ou pour la Prius 3. Ce sont les mêmes voitures, les mêmes moteurs de moins. Le châssis est différent. Donc la coiffe DEP-T1, elle est vraiment indispensable. Et bien sûr, vous ajoutez un bac de vidange et de quoi monter la voiture. Hop, le suivant à 30 000 kilomètres, le filtre habitacle. J'ai le filtre habitacle, pas d'outils. Il y a le tuto sur la chaîne, donc comme d'habitude. Pas besoin d'outils, il s'enlève à la main. Je vous ai trouvé une référence, Bosch M2190. Il n'est pas pour la voiture. Mais si vous achetez, vous allez voir, vous allez sur Oscaroo ou Autodoc ou Amazon, n'importe quoi. Vous allez prendre un filtre pour votre CT200H, vous allez retrouver avec un filtre de Prius 3. Mais la Prius 3 n'a pas le même compartiment filtre habitacle, il est plus grand. Donc ça veut dire que sur la CT200H, il va dépasser d'un centimètre et vous allez vous embêter à soit découper le filtre, soit le plier. Là, ce filtre n'est pas censé être compatible avec la voiture, mais il rentre parfaitement dans l'emplacement de la voiture. Seul défaut, il n'est pas charbon actif, c'est un filtre blanc classique. C'est tous les 30 000 kilomètres. Si vous faites beaucoup de campagnes pollen ou de villes pleines de pollution, vous le remplacez plus rapidement, il n'est pas très cher. Tous les 60 000 kilomètres. Là, c'est pareil, pas besoin d'outils. Ça se défait en 2 minutes à la main. Il y a le tuto sur la chaîne.
Heu, je vous ai mis une référence, vous pourrez prendre autre chose comme référence. Là, c'est la référence que j'ai utilisée moi à 2 fois puisque la voiture a 150 000 km. Mais, le filtre, voilà, se remplace très rapidement. Le purflux A1501, il marchera parfaitement. Tous les 90 000 kilomètres. Donc attention, quand je dis que tous les 15 000, 30 000, 60 000, c'est vraiment, voilà, là, 90 000, il faut changer les bougies, 180 000, il faut changer les bougies, vous comprenez? Tous les 90 000 kilomètres. Je vous ai mis la référence des bougies, la Denso SC16 HR11. Il y a une autre référence qui existe, mais celle-là fonctionnera très bien. C'est des bougies iridium, elles sont extrêmement solides, c'est pour ça qu'elles tiennent 90 000 kilomètres. Je les ai démontées à 90 000 kilomètres, puisque la voiture n'a pas encore 180 000. Elles étaient en très bon état, donc ça encaisse très très bien les kilomètres. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la e-marque indique 90 000 miles. Heu, bon, moi j'ai suivi la norme, 90 000 kilomètres, c'est très bien. Hem, la clé à bougie, c'est une clé de 14. Il y a la baie de pare-brise juste au-dessus là, on voit mal sur la photo parce que j'ai mis ma clé au-dessus pour vous faire voir où elle était. Mais si vous prenez une douille classique longue, il faudra enlever la baie de pare-brise. Donc j'ai acheté, sur Amazon bien sûr, des petites clés, je crois qu'elles étaient vendues avec deux, je crois, une 12 et une 14 ou une 14 et une 16, je sais plus. En tout cas, il y avait la 14. Hem, attention, c'est qu'à partir de l'articulation, c'est moi qui ai ajouté, un ajout à gauche là, où je tiens ma main d'ailleurs. Mais, voilà, donc elle est toute petite, elle est articulée et que l'articulation permet, en gros, elle est toute petite, elle tombe dans le puits à bougie et après avec une rallonge, on dépasse à peine du moteur, donc on arrive à dévisser sans enlever la baie de pare-brise. En plus, elle est très bien faite elle dispose d'un petit aimant au bout. Il n'y a pas de caoutchouc. Je déteste le caoutchouc puisque le caoutchouc, quand on met la bougie dedans, on ne peut plus le sortir ou le caoutchouc reste collé dessus. Là, c'est un aimant, donc on peut même visser la bougie avec, tirer sans problème, ça marche super bien. La clé de 10, bien sûr, c'est pour enlever les bobines crayon qui sont au-dessus des bougies, ça ne pas. Et le serrage de la bougie est à 17 Nm. Bon, c'est pas très bien, c'est pas serré fort. Bon, voilà, si vous n'avez pas de clé dynamotrique, ne serrez ça pas fort. D'ailleurs, vous allez voir au démontage, c'est pas serré du tout fort. Donc tous les 90 000 kilomètres, les bougies, voilà. Le coûte 10 € pièce. Hop. Tous les 90 000 kilomètres de nouveau, là, ce n'est pas préconisé en Europe. En Europe, il dit vidange à vie. À vie, de l'huile qui tient à vie, je connais pas. Aux États-Unis, c'est 60 000 miles, 90 000 kilomètres. Donc moi, j'ai suivi la préconisation qui a marqué aux États-Unis, 60 000 miles, soit 90 000 kilomètres. 3 litres 4 d'huile ATF WS qui est spécifique Toyota. Moi, je l'ai acheté chez Manol. Manol est un vendeur d'huile européen. Ils vendent de l'huile de qualité correcte, pas vraiment pas chère. Attention, c'est pas le saumon de l'huile, mais bon. Bon, je rappelle que dans cette boîte, ce n'est pas vraiment une boîte, c'est un train épicycloïdal, c'est-à-dire des engrenages planétaires avec des satellites. Donc c'est vraiment, c'est que mécanique pure, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de viscocoupleur, il n'y a que dalle dedans. Il y a pas de courroie, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de... c'est pas une CVT le machin. La CVT, c'est une ECVT la boîte. ECVT, c'est une boîte émulée, ça émule la sensation de la CVT. Mais derrière, il y a juste un train épicycloïdal, donc c'est extrêmement solide. Voilà, donc à condition qu'il y ait de l'huile dedans. Il y a 3 litres 3 litres 4 d'huile ATF WS. Je présume que la JWS est compatible, mais comme je suis pas sûr, j'ai pris de la WS de chez Toyota. De chez Manol, je veux dire. Manol est un fabricant d'huile qui fabrique du bon rapport qualité-prix. Il y a mieux, bien sûr, prendre une meilleure marque, mais ça sera plus cher. Les 2 joints, j'ai marqué la référence OEM, vous tapez ça et vous tomberez directement dessus. Vous allez sur eBay, vous tomberez ça coûte pas cher les petits joints. C'est des joints en aluminium. D'ailleurs, on les voit sur la photo, si vous voyez le numéro 2, on voit que là, il y a le vis et il y a le joint dessous. Le joint d'aluminium, ne conservez pas le joint d'origine. Le joint d'origine, vous allez voir qu'une fois qu'il a été dévissé, la tête s'est incrustée dans le joint pour faire étanchéité et ça a marqué le joint parce que le joint est en aluminium très très souple et qui permet de ne pas avoir de fuite, mais une fois qu'il est utilisé une fois, il est mort. Donc il faut remplacer les 2 joints. Euh, il faut donc une clé de 10
pour, retirer le cache, faut retirer le cache intégralement sur le moteur là, donc là, il y a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'il faut une clé de 10 pour retirer le cache et un petit outil à clip. À gauche, je vous ai marqué d'ailleurs, je vous ai marqué, la petite Bosch, c'est la clé de 10 et l'outil à tout à gauche, c'est pour enlever les clips. Cet outil est très pratique, ça coûte rien et il permet de retirer les clips sans les bousiller. Au cas où, vous pouvez prendre une petite boîte de clips sur AliExpress, Toyota et vous allez recevoir une boîte assez grande avec toutes les références de clips. C'est très pratique si vous en cassez un. Perso, j'en ai pas cassé. Parce que les clips sont assez fragiles, même si ceux de Toyota sont assez bien faits. Il me faut la clé Allen de 10, celle qui est au bout de ma clé là. Attention, c'est serré assez fort, c'est serré à 40 Nm, donc il ne faut pas une clé Allen, les petites clés Allen qu'on a, genre de 10 centimètres, vous allez la tordre ou la casser. Il faut vraiment, comme moi j'ai, une clé à cliquer assez costaud pour pouvoir défaire ça. Donc bien entendu, il faut enlever le vis de vidange en premier, le 1. Parce que si vous enlevez le 2 en premier et que le 1 se défait pas, vous l'aurez bien profond. Vous enlevez le 1, c'est un vidange à débordement comme une boîte classique. La CT200H n'a pas d'intercouleur, n'a pas de refroidisseur d'huile, donc il n'y a pas de système de faire multi-vidange et tout. Elle se vidange comme une boîte mécanique. Donc vous enlevez le 1, vous enlevez le 2, ça vidange. Attention, l'huile est extrêmement fluide, il y a une barre de renfort en dessous, elle va s'en prendre plein dessous, donc il faudra peut-être ajouter une bombe de nettoyant frein pour nettoyer un peu une fois que vous en aurez foutu de partout de cette huile. Surtout que c'est une huile qui colle au doigt et qui pue en fait. Et la petite pompe à fioul là, elle la trouve, vous allez à Casto, Brico Dépôt, je sais pas quoi, c'est pour normalement pomper du gasoil. Mais comme l'huile est extrêmement fluide, la TF est extrêmement fluide, vous pouvez la pomper. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la voiture sur chandelle, et sur cric puis chandelle. Et ce que j'ai fait, c'est que je place le tuyau, le bidon de 5 litres, de 4 litres, pardon. Il passe sous la voiture et j'ai coupé un petit morceau de la pompe pour que la pompe rentre complètement dans le bidon. Et ça se remplit en 30 secondes. Voilà, et on fait la pleine la boîte, ça déborde, vous revissez à 40 Nm et c'est bon. Si vous n'avez pas de clé de dynamométrique, vous vissez assez fort. C'est assez facile à faire, comme une boîte mécanique. Allez, tu vas. Ah, 150 millikilomètres. Vidange du liquide de refroidissement thermique. Vous allez voir que vers 550 000, moi je ne l'ai pas encore fait, ça va pas tarder d'ailleurs. Vers 150 millimètres comme en voiture, vous allez voir que le bocal qui est côté conducteur, oui. Lui est d'un rose très rose, très belle couleur, alors que celui-là côté passager, qui est le thermique, lui, le rose, il commence à devenir très pâle. On voit que le liquide est bientôt à remplacer à 150 000 km. Ils n'ont pas fait ce truc pour rien. La norme SLLC, c'est une super long life de chez Toyota. J'ai mis des références. La Febi 19402, je crois que c'est la 5 litres, et la 19400, c'est la 1,5 litre, je crois. De mémoire, il faut chercher sur Internet. Et qui correspond à la norme SLLC. Donc, sinon, vous allez chez Toyota chercher de l'huile, vous allez payer 4 fois le prix. Donc, il faut 6 litres. Je crois qu'il y a un peu plus de 6 litres 5 d'origine, mais vous ne pourrez pas vidanger la totalité. Donc, 6 litres 5 devrait suffire. Je ne l'ai pas encore fait, je vous dirai ça. Certainement avec un tuto, dès que je l'aurai fait. Pour vidanger, il n'y a pas besoin d'outils particuliers puisqu'il y a un robinet, je veux dire, en bas du radiateur. Donc vous ouvrez le robinet, ça coule. Il y a un trou pour accéder au robinet, mais je sais pas si on peut passer les doigts parce que vraiment c'est très très fin l'emplacement. Au pire, il faudra, comme pour la boîte de vitesse, enlever le cache qui est dessous. Donc clé de 10 et petit outil à clip. Au pire des cas. Et bien sûr, il faut nos dongles OBD2 et l'appli Dr Pirius sur Android. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut faire tourner le moteur thermique jusqu'à enclenchement du motoventilateur de refroidissement. Bien entendu, pour faire chauffer le moteur, désactivez l'air conditionné. Si vous mettez l'air conditionné, le ventilateur va tourner direct. Un, vous ne saurez pas quand il sera à température. Et deux, vous ne pourrez pas le faire chauffer puisque le motoventilateur tourne dès que met la clim. Donc vous éteignez la clim, vous faites chauffer le moteur avec l'appli Dr Prius en mode maintenance, vous allez voir que le moteur va démarrer et ne plus s'éteindre. Pour faire chauffer le moteur, sinon à 40 degrés, le thermique s'éteint parce que passe en mode hybride. Ça paraît logique, c'est une voiture hybride. C'est pour ça qu'il faut l'appli Dr Prius. Donc
vous remplissez et vous faites chauffer jusqu'à 90 degrés. Il y a des bulles qui vont monter, vous faites le plein au fur et à mesure. Vous posez un peu la durite du radiateur en haut pour envoyer les bulles d'air comme d'habitude. C'est une visage tout à fait classique. Il n'y a pas de vis de purge, c'est du auto-purge, donc il y a pas, c'est vraiment très facilité. Voilà, le seul truc, il faut faire chauffer le moteur. Et comme c'est une hybride, il faut le faire chauffer, donc avec le mode de maintenance de l'appli Dr Prius. C'est tout. Très facile à faire. C'est 150 000 km. Mais ensuite, ce n'est plus 150 000 km parce qu'il y a un peu pas vidanger l'intégralité de l'eau. Donc, il préconise 150 000 km, puis tous les 90 000 km. C'est pour ça que j'ai mis une petite étoile. C'est 150 000 depuis tous les 90 000 km. Donc, on va faire à 150 000, puis la prochaine sera à 240 000. 240 000, ça tombe très bien, c'est la préconisation de la vidange de l'inverteur. L'inverteur en français, c'est l'onduleur. L'onduleur, c'est en gros, c'est la conversion électrique 210 volts vers 650 volts du moteur de traction. Le moteur de puissance électrique. Donc l'onduleur, il faut le vidanger à 240 000, puis tous les 90 000 km. Donc c'est la même préconisation. Donc en gros, le premier, on va faire 150 000 de thermique, puis ensemble, tout le temps, tous les 90 000, on fera l'inverteur plus le thermique. En gros, la préconisation elle est assez carrée là-dessus. Donc déjà, on renotera que quand même, il prévoit déjà des trucs assez avancés, puisque 240 000 km, il faut arriver à les faire. Et là, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 2 litres 1 de SLLC, Super Long Life, donc c'est la même que l'autre, donc vous pouvez prendre la même eau, le même liquide de refroidissement, je veux dire. Et le joint, je ne l'ai pas fait, parce que j'arrive à 50 000, donc le joint, la référence est là. Je suis étonné que ce ne soit pas la même référence que pour faire l'huile. Donc comme je sais pas, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas. Et idem, j'ai oublié de noter la, la clé Allen qu'il fallait. Il faut bien une Allen, elle est sous l'inverteur, mais quelle Allen il faut? Je pense que c'est une 10 parce que ça ressemble étrangement à la boîte de vitesse, mais bon, comme je l'ai pas fait, je sais pas. Il faudrait que je regarde quand je démonterai la prochaine fois la laine qu'il faut. Je pense que c'est la même, mais bon. Comme le joint n'est pas le même, j'ai eu un doute. C'est juste ça. Et je terminerai par les trucs qui sont plutôt à faire 100 km, 100 km/h, mais avec une préconisation de contrôle. Là, j'ai cité le liquide de frein, il faut un litre de 4, voilà. Clé de 10 et de 8 conseillé à tuyauter, et pas une clé classique, la seringue, le bocal tuyau. Je vous ai mis sur YouTube le nom d'une chaîne, Nuts About Bolts. C'est une chaîne en anglais, mais pour une Prius 3, je précise. Mais le tuto est très bien fait, donc il correspond nickel pour la Prius, pour la CT, je veux dire. Je l'ai suivi et ça a marché nickel sur ma CT. Donc vous pouvez suivre ce tuto sans problème. J'ai pas fait de tuto parce que c'est très, très embêtant à filmer ce qui est vidange de liquide de frein, mais vous suivez le tuto de Nuts About Bolts et vous allez voir, c'est très facile à faire. Très facile. Voilà, donc faut juste réaliser. Si vous comprenez pas, faites-le faire chez Toyota. On touche les freins c'est dangereux, donc c'est toujours pareil. Voilà, faut faire attention. À noter que il y a une petite découpe pour le liquide de frein au-dessus dans la baie de pare-brise pour éviter parce que le bocal est sous la baie de pare-brise, mais ils ont fait une petite trappe pour accéder au bocal. Vous enlevez la petite trappe et vous pouvez mettre le stylo. Oui, parce que ce stylo est très pratique d'ailleurs. Il y a une préconisation Toyota totalement conne de Toyota France tous les 2 ans de changer le liquide de frein. Vous allez changer le liquide de frein qui est neuf, ça sert à rien. Mettez le stylo dedans, le stylo va mesurer la conductivité pour savoir s'il y a de l'eau dans le liquide de frein, bêtement. Et si ça s'allume à 3% en rouge, il faut changer le liquide de frein. Le liquide de frein a une couleur très jaune clair quand il est neuf. Et vous allez voir que quand il passe à 3%, il vient orange, légèrement orangé. Voilà, et c'est là qu'il faut le changer. Ne le changez pas quand il est bon, ça sert à rien. J'ai déjà vu des liquides de frein noirs. Du noir, c'est qu'il est complètement mort. Il ne faut jamais attendre qu'un liquide de frein soit noir. Changez-le bien quand il est à 3%. Il ne faut pas le changer quand il est noir. Là, c'est pareil, c'est l'inverse. Soit quand vous le changez qu'il a 1%, ça sert à rien, mais quand vous le changez qu'il est noir et qu'il est à 10%, il est complètement mort, votre truc. Donc voilà, là, c'est l'extrême, il faut faire attention. Une fois que vous avez mesuré, vous lavez à l'eau la tête du mesureur, là, le liquide de frein hydrosoluble, donc il s'enlève à l'eau sans aucun problème.
J'ai pas fait d'autres fiches, mais bon après là, c'est les mesures classiques. La batterie, j'ai fait un tuto comment remplacer la batterie sur la CT200H sans utiliser la Yuasa d'origine, mais en utilisant une batterie heu, classique, une batterie classique, voilà, donc qu'on peut mettre dans le coffre, qui s'adapte, en bidouillant, mais qui coûte 3 fois moins cher que la batterie de chez Yuasa. La batterie, vous la remplacez si, à fro le matin à froid, le matin avant de démarrer à froid, vous avez inférieur ou égal à 11 volts. Sur une voiture normale, en dessous de 12 volts 1, 12 volts 2, vous allez voir, vous allez plus pouvoir démarrer. Là-dessus, il y a pas besoin d'avoir énormément de puissance, quelques ampères suffit pour démarrer le calculateur et une fois que le calculateur a démarré, il démarre l'onduleur qui permet d'avoir du 12 volts, du 12 volts, plus 14 volts en fait et fourni par le 200 de la batterie 210 volts. Donc il y a pas besoin d'avoir énormément de puissance batterie et elle ne fait pas tourner un démarreur avec, il y a pas de démarreur sur la voiture. Elle ne fait pas tourner un démarreur avec, donc c'est pour ça que même jusqu'à 11 volts, vous pouvez conserver votre batterie, il y aura pas de problème. En dessous, remplacez-la parce que vous allez pas tarder à tomber en panne. Et après, bien entendu, les plaquettes de frein qui durent la vie des temps là-dessus, les disques, vous contrôlez tout ce qui est basique qu'on a sur une voiture, les pneumatiques, bien entendu, les pneumatiques, faites attention, Lexus préconise, une rotation complète avant gauche, arrière droite, tous les 10 000 kilomètres. Donc ne prenez pas des pneumatiques à sens de rotation, parce que sinon, vous ne pourrez pas le faire à la rotation complète. Et la rotation sert à éviter les usures irrégulières et usures à facettes ou usures en dents de scie. Parce que les pneumatiques là-dessus durent extrêmement longtemps, mais Goodyear à l'avant, je déconseille d'ailleurs cette référence Goodyear Efficient Grip Performance 1, je vous déconseille, c'est des savons le truc. Mais ils durent extrêmement longtemps, ils ont 90 000 km sur ma voiture, ils sont encore bons, donc c'est incroyable la durée de vie. Mais l'accroche est assez médiocre. Euh, voilà, donc il y a plein de trucs à contrôler, la basique de la voiture, mais là j'ai fait le plus gros de l'entretien et c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de préconisation liée à la chaîne de distribution. D'après les retours qu'on a sur les voitures qui ont énormément reloué, taxi, tout ça, la chaîne de distribution tiendrait 300 000 miles. Tiendrait, je veux dire, en gros guillemets, parce que tout dépend le nombre d'heures que va tourner le moteur en fonction de la distance que vous allez faire. Si vous faites que de la nationale ou que de l'autoroute, le moteur tournera moins de tours que si vous faites que de la ville. Ça paraît logique. C'est pour ça que quand je dis, généralement ça tient 300 000 miles, c'est 500 000 km pour information. Si vous faites que de la ville, je suis sûr qu'il tiendra moins. Donc voilà. Mais normalement, la chaîne, vous êtes tranquille au minimum pour 300 000 km. Voilà. Si vous vidangez à tous les 15 000 km, à temps, bien entendu. Si vous faites des vidanges à débile à 50 000 km, vous allez tout péter. Ça paraît logique. Voilà. Il n'y a pas de courroie d'accessoires sur cette voiture. La courroie accessoire, tout est électrique. La clim est électrique, la pompe à eau est électrique. Pompe à eau, parlons-en. La pompe à eau est électrique. Il y a deux pompes à eau, une pompe à eau normale et une pompe à eau auxiliaire. La pompe à eau auxiliaire ne posera pas de problème. La pompe à eau électrique n'a pas une durée de vie infinie. Et là, il faudrait la faire suivre à un remplacement avec le vidange du liquide de refroidissement. Donc, à vous de voir, est-ce qu'elle va tenir 150 000 ou 240 000? À 240 000, je vous conseille de la changer. 240 000 km, vous allez voir, la pompe à eau est assez chère. Vous allez la payer 350 € ou 300 € chez Oscaro. C'est une marque, c'est une Denso, je crois, d'origine. Et elle est très facile à changer. Il n'y a pas de courroie. Et on voit que ça quand on regarde le côté courroie classique du moteur. Vous avez la pompe à eau est vissée. En fait, elle est branchée avec une prise. Et elle est électrique. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Donc il suffit de la dévisser et de changer son joint et de la remonter. De remonter la neuve. Donc, est-ce qu'il faut la faire correspondre aux 240 000 km de la double vidange du liquide de refroidissement? Pourquoi pas? À vous de voir. Si cette pompe à eau commence à faiblir, il vous a monté une erreur, avec un peu de chance, ça marchera encore, le déconnera juste, donc il y aura une anomalie, ça marchera. Si le lâche, vous allez péter le joint de culasse. Donc ça c'est clair, parce que mauvais refroidissement, vous allez casser le joint de culasse direct. Donc c'est pour ça, c'est à réfléchir, si votre voiture est bornée, vous arrivez à 240 000, remplacez-la, c'est pas le coup que le coûte. Voilà, donc c'était l'entretien à effectuer sur une CT200H. Je pense ne rien avoir oublié. Sans de calculer, non. Je pense qu'il n'y a rien à oublier, rien en plus. Et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.